Chaque semaine, de nouveaux éléments qui nous interrogent un peu plus sur ce qui ressemble à un huis clos familial. Il avait constaté la disparition de son épouse, cette disparition qui apparaît comme immédiatement une disparition inquiétante. Que la vérité se sache, que justice soit faite et que surtout on sache où tu es, ma chérie. Le mardi 15 décembre 2020, en fin d'après-midi, une jeune infirmière de 33 ans, Delphine Jubilard, rentre chez elle à Cagnac-les-Mines dans le Tarn, une petite ville au sud d'Albi. Elle retrouve alors son fils Louis, 6 ans, sa fille Elia, 1 an, et son mari, Cédric Jubilard, avec lequel ça ne se passe pas très bien depuis quelques années. Cédric est un consommateur de drogue, il travaille dans le bâtiment mais n'a pas vraiment d'emploi stable. En fait, c'est Delphine qui rapporte la majorité de l'argent et qui fait vivre la famille. Et puis cette maison dans laquelle vit la famille Jubilard est extrêmement délabrée, elle est en piteux état et n'a tout simplement jamais été terminée. Cédric avait promis d'achever les travaux lui-même, il avait aussi parlé d'une piscine, mais en cette fin d'année 2020, Delphine a compris qu'elle ne doit plus rien attendre de lui. Alors elle a clôturé le compte bancaire commun. Elle a demandé le divorce et se prépare maintenant à quitter le domicile familial après les fêtes de fin d'année pour emménager avec son amant, dont elle a fait la connaissance sur un site de rencontre quelques mois auparavant. Cette nouvelle vie, elle l'attend impatiemment, mais ce qu'il va se passer lors de cette sombre nuit du 15 au 16 décembre 2020 va mettre un terme à ce rêve-là. Il est 21h, la petite Elia est au lit, Cédric joue sur son téléphone et Delphine regarde la télévision avec son fils Louis. Elle en profite en même temps pour envoyer des messages à son amant sur son téléphone. Et puis à 22h08, le téléphone de Cédric Jubilard s'éteint, ce qui est assez inhabituel puisqu'il n'avait éteint son téléphone que 2 fois durant l'année 2020. Le petit Louis va se coucher à 22h59 et à partir de là, va avoir lieu une des nuits les plus mystérieuses de ces dernières années. Que va-t-il se passer ? Personne ne le sait avec certitude, à part ceux qui ont quelque chose à se reprocher. Une chose est sûre, plus personne ne reverra jamais Delphine Jubilard. Oui, c'était donc dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Le couple était en instance de divorce. Delphine Jubilard, une infirmière de 33 ans, avait un amant et son mari le savait. Ils habitaient malgré tout toujours ensemble avec leurs 2 enfants de 6 et 1 an. Il est 3h54 du matin lorsque le téléphone de Cédric Jubilard s'allume à nouveau. Il dit être réveillé par les pleurs de sa petite fille et va alors constater que Delphine n'est plus dans la maison. Les 2 chiens de la famille sont dehors et aboient à la fenêtre alors qu'ils sont censés dormir dans le garage. Cédric Jubilard va donc en déduire que peut-être Delphine est allée les sortir en pleine nuit, pourquoi pas. Après quelques brèves recherches dans la maison et le jardin, Cédric envoie un message sur des conversations groupées aux amis de Delphine leur demandant si sa femme se trouve chez elle. La réponse est non. Il appelle la gendarmerie à 4h09 après seulement une quinzaine de minutes de recherche. Et ça, c'est le premier élément qui va beaucoup intriguer, parce qu'il va être établi que Delphine avait déjà disparu de la sorte à l'été 2020. En fait, elle était allée voir les étoiles avec des amis durant la nuit. Et là, Cédric Jubilard ne s'était pas vraiment inquiété. Or, au matin du 16 décembre 2020, il contacte les gendarmes quelques instants à peine après avoir, selon lui, constaté l'absence de sa femme. Ces derniers arrivent sur les lieux à 4h50. Cédric leur explique que Delphine était sûrement allée sortir les chiens, elle qui ne le faisait strictement jamais, encore moins dans le noir, sans ses lunettes, une nuit de décembre où la température est proche des 0 degrés, tandis qu'un couvre-feu vient d'être mis en place dans tout le pays. Cette première explication semble assez étrange et ce n'est que le début des éléments mystérieux autour de Cédric Jubilard, vous allez le voir. Et puis les gendarmes vont directement constater 2 faits très inquiétants. Le premier est que Cédric est en train de faire tourner une machine à laver au beau milieu de la nuit quand les gendarmes arrivent.
Dans cette machine à laver se trouve la couette sur laquelle dormait Delphine. Et puis, l'analyse du podomètre du téléphone de Cédric, vous savez que sur les iPhones et sur tous les smartphones, on peut voir le nombre de pas qu'on a fait. Eh bien, ce podomètre, à l'arrivée des gendarmes, n'affiche qu'une 50aine de pas. Ce qui voudrait dire que les recherches qu'a effectuées Cédric Jubilard pour retrouver sa femme ont été très, très rapides. Alors, on pourrait quasiment arrêter la vidéo maintenant. Je pourrais vous dire qu'il y a toutes les chances que ce soit Cédric Jubilard le coupable, qu'il y a de plus en plus d'éléments inquiétants contre lui, que la couette, c'est très flagrant, le podomètre, etc. Mais le problème, les amis, c'est que ces deux éléments que je viens de vous citer sont faux. Lorsque le procureur de la République les a mentionnés dans sa conférence de presse, il a soit menti, je ne pense pas que le procureur de la République mentirait, alors il a vraisemblablement commis une erreur. Cédric Jubilard n'était pas en train de nettoyer la couette à ce moment-là, et son podomètre affichait un nombre de pas plus important que celui relevé par les gendarmes. C'est là toute la complexité de cette affaire, c'est que les gendarmes ont commis quelques erreurs, qu'il y a des éléments qui disculpent Cédric Jubilard, mais qu'il y en a d'autres que je vais vous donner tout de suite, qui l'incriminent énormément. Parce que quand les enquêteurs arrivent sur les lieux, eh bien la voiture des Jubilard a changé de sens entre le 15 au soir et le 16 au matin, comme le constatent les voisins. Et puis aussi, les gendarmes vont se rendre compte qu'il y a de la condensation à l'intérieur du véhicule, ce qui témoigne d'une présence humaine durant la nuit. Cédric tentera d'appeler sa femme plus de 200 fois jusqu'au matin du 16 décembre 2020. Après ce jour-là, il ne tentera plus jamais de l'appeler. Des voisines diront avoir entendu des cris stridents provenant de la maison des Jubilard à 23h07, heure à laquelle leur programme de télévision était en pub. Le témoignage du fils du couple, Louis, âgé de 6 ans, quand on va lui demander ce qui s'est passé cette soirée-là, eh bien, sera très inquiétant, et surtout le comportement de Cédric Jubilard dans les mois qui vont suivre la disparition sera très intriguant. Tout ça, ce n'est que le début des éléments étranges et des rebondissements de cette histoire qui passionne les Français depuis bientôt 1 an et demi, dont nous allons parler dans cette vidéo. Nous pouvons établir plusieurs théories sur la disparition de Delphine Jubilard, celle de l'implication de son mari étant la plus évidente bien sûr, mais il y en a d'autres dont on a très peu parlé dans les médias et qui est éclipsée très rapidement de la part de beaucoup de gens, ce que je peux comprendre, mais elles ont le mérite, comme dans toute disparition, d'être évoquées. En partant de l'enlèvement jusqu'au départ volontaire, en passant bien sûr par le suicide, ce sont des hypothèses dont on va parler et dont on va débattre aussi dans cette vidéo. Tout d'abord, je vais vous raconter l'histoire de ce couple, les tensions qui ont eu lieu durant les dernières années et ce qui fait qu'on en est arrivé là. Ensuite, je vous exposerai les théories. On ira rapidement sur celle du suicide, du départ volontaire, etc. Mais j'ai quand même envie d'en parler, c'est important parce que personne n'en parle. Et puis on passera plus longtemps sur Cédric Jubilard et tous les éléments qu'il y a contre lui. Ensuite, je vous parlerai des rebondissements et de où en est-on aujourd'hui au niveau de l'enquête, parce qu'on est en février 2022, mais il continue d'y avoir beaucoup de rebondissements. Il me semble qu'il y en a même eu un encore aujourd'hui où je tourne cette vidéo. Et puis enfin, après avoir travaillé longuement sur l'affaire, après avoir fait des recherches, comme d'habitude, je vous donnerai mon avis. Je vous dirai ce que je pense qu'il est arrivé à Delphine Jubilard lors de cette... une histoire, je pense, qui est la plus intrigante et celle qui tient le plus en haleine la France depuis quelques années, peut-être depuis l'affaire Daval d'ailleurs. La disparition de Delphine Jubilard, que s'est-il passé? C'est parti. Alors Delphine rencontre Cédric Jubilard tandis qu'elle est toujours au lycée. Lui est apprenti dans le bâtiment et puis en quelque sorte c'est un premier amour. Si vous voulez, c'est le genre de couple qui se fait au lycée, qui se rencontre très tôt et qui ensuite rapidement se marie et emménage ensemble. C'est le cas des Jubilard. Delphine est une fille équilibrée, ayant eu une enfance heureuse. Cédric, lui, a eu un parcours un petit peu plus compliqué.
Il a eu des problèmes notamment avec sa mère, il a été placé en famille d'accueil, mais quand il devient adulte et qu'il commence à travailler, ça se passe plutôt bien, il a envie vraiment de réussir dans la vie, de montrer qu'il peut réussir, et quand il a 20 ans, 21 ans, 22 ans, sa vie professionnelle débute de la meilleure des manières. Mais Cédric Jubilard, il a 2 problèmes principaux qui sont la consommation de drogue. Au début de sa vie, ça va, mais on va voir que ça va s'aggraver. Et puis aussi son caractère. Blagueur, certes, mais tout de même assez agressif, comme en témoignent beaucoup de ses amis et de ses collègues de travail. C'est quelqu'un qui s'énervait facilement et assez régulièrement. Et le problème, c'est que ces vices de Cédric vont s'accentuer. De plus en plus de drogue, de plus en plus d'instabilité professionnelle, et pour Delphine, ça va devenir de plus en plus compliqué. Elle va devoir, je la cite, durant les dernières années, gérer 3 enfants à la maison parce qu'elle considère Cédric comme un enfant. En réalité, elle le considère de plus en plus comme une charge. Et on arrive en 2017, 2018, 2019, les choses ne s'arrangent pas. La maison du couple est toujours dans un état pitoyable. Delphine en a marre de cette vie et annonce à son mari durant l'été 2020 sa volonté de divorcer. Et là pour Cédric, c'est un très très gros problème. Affectueux, sûrement d'abord parce qu'il a peut-être pas envie de se séparer de sa femme, peut-être qu'il l'aime, mais financier également parce que si Delphine part, il serait incapable de rester dans la maison, d'assumer le crédit, les charges courantes, et il se retrouverait dans une situation extrêmement délicate. Alors il essaie de la reconquérir, de la séduire, mais le problème, c'est que Delphine a déjà la tête ailleurs. Elle n'attend qu'une seule chose, la fin des fêtes de fin d'année, pour quitter le domicile et emménager avec son amant. Le problème, c'est que ce projet ne se réalisera jamais, parce que Delphine va disparaître dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Alors avant de s'attaquer à la théorie principale, celle de Cédric Jubilard, d'abord, on va quand même s'intéresser aux autres possibilités, aussi peu probables qu'elles soient, qui sont à peu près les mêmes dans toute disparition. On sait qu'un divorce n'est jamais simple, que la vie de Delphine ne la rendait pas heureuse, et puis aussi que le contexte de confinement à répétition, et en l'occurrence ici de couvre-feu, faisait sombrer énormément de gens dans la dépression. Alors Delphine Jubilard se serait-elle suicidée ? Eh bien, tous les témoignages de ses proches montrent que cette hypothèse est totalement impossible. La jeune infirmière adorait son travail et était aimée de tous ses collègues. Elle faisait tout pour ses enfants, ne les aurait jamais abandonnés et puis, surtout, elle avait un projet. Elle venait de contracter un prêt pour acheter une voiture, elle venait d'acheter des meubles et recherchait activement un logement à Albi pour s'installer avec son amant. Ce projet la rendait heureuse et la faisait avancer vers l'avenir avec impatience. Quelqu'un qui a un aussi beau projet, qui y croit autant, on a du mal à le voir se suicider. Et puis de toute manière, d'innombrables battues et recherches ont été faites à Cagnac-les-Mines et dans la région. Si Delphine serait suicidée dans cette zone-là, son corps aurait forcément été retrouvé. Et puis la thèse du départ volontaire ne tient pas non plus. Parce qu'on sait que si Delphine est sortie de la maison durant la nuit de son plein gré, comme nous le dit son mari, elle n'est sortie sans aucun effet personnel, ce qui n'a aucun sens. Elle serait sortie au moins avec son sac à main. Là, il n'y a strictement rien. Ça ne tient pas debout. Alors pourquoi pas un accident ? À ce moment-là, Delphine aurait pu sortir les chiens en pleine nuit, malencontreusement tomber dans un ravin, se blesser, ou peut-être se faire charger par un sanglier, j'en sais rien. Mais une nouvelle fois, les recherches n'ont rien donné. Alors si ces thèses-là ne sont pas les bonnes, il nous reste bien sûr une grande avenue à explorer, celle que Delphine ait été victime de quelqu'un. Qu'elle ait pu être enlevée ou que quelqu'un de son entourage ou non ait quelque chose à se reprocher. Dès le lendemain de la disparition, les gendarmes mettent en place des barrages routiers dans toute la région. Ils contrôlent toutes les voitures, pensant peut-être que Delphine a pu être enlevée.
La thèse du rôdeur est alors évoquée et les gendarmes analysent tous les fichiers des délinquants sexuels et des meurtriers du coin. Ils en trouvent certains qui pourraient coller, bien sûr, alors ils vont faire des vérifications, ils vont voir s'ils auraient pu se trouver à ce moment-là, les caméras de surveillance, etc. Mais finalement, après de nombreuses vérifications qui vont être faites, rien ne colle. Aucun délinquant sexuel, aucun meurtrier quelconque ne se trouvait dans les parages à ce moment-là. La thèse du rôdeur reste possible, mais extrêmement peu probable. Et puis il ne faut pas oublier que ces thèses-là reposent sur les dires de Cédric Jubilard, comme quoi Delphine serait allée sortir les chiens en pleine nuit, mais même ça, on n'en est pas sûr, et d'ailleurs ça paraît très peu vraisemblable. Alors les gendarmes s'intéressent maintenant à ce mystérieux amant de Delphine avec lequel elle comptait emménager. Le nombre d'histoires où un amant ne pouvant supporter que sa bien-aimée soit encore avec son mari et qui commet l'irréparable est très important, alors cette thèse va être vérifiée. L'amant de Delphine se trouvait à plus d'une centaine de kilomètres de Cagnac-les-Mines cette nuit-là. On va faire des vérifications et il va être prouvé qu'il n'avait aucune raison et qu'il n'y a aucun élément matériel contre lui. Il attendait que ça, d'emménager avec Delphine Jubilard comme elle. La thèse de l'amant paraît quasiment impossible, elle est écartée. Alors les relations passées de Delphine sont étudiées, des gens avec qui elle a pu avoir des différends, des disputes ou je ne sais quoi, tous sont mis hors de cause. Alors naturellement, il ne reste plus qu'un suspect. Quelqu'un qui va en plus ouvertement mentir aux gendarmes. Quelqu'un vers qui certains éléments vont converger, quelqu'un qui va agir de manière étrange dans les mois qui suivent l'affaire, quelqu'un qui est pour beaucoup le coupable évident, mais qui pour d'autres pourrait représenter une des plus grandes erreurs judiciaires françaises, Cédric Jubilard. Est-ce que Cédric Jubilard avait un mobile ? Eh bien oui. Parce que si sa femme allait au bout de son projet de divorce, il a risqué de tout perdre, que ce soit la maison ou peut-être même la garde de ses enfants, qui ne lui auraient peut-être pas été confiés au vu de ses problèmes de drogue et de son instabilité financière. Et puis il y a aussi la jalousie de voir sa femme partir avec un autre homme, tout simplement. Et ça, les enquêteurs vont s'en rendre compte en interrogeant les proches du couple, parce que Cédric Jubilard, lors de sa première audition, va mentir aux gendarmes. Il va dire que le divorce se passait très bien et qu'il n'était pas au courant que Delphine avait un amant, or c'est faux. La séparation était très conflictuelle, Cédric surveillait sa femme constamment et avait tenté de mettre en place un moyen de la géolocaliser. Il avouera finalement plus tard que la séparation se passait mal et qu'il était au courant pour l'amant de Delphine, mais la question c'est pourquoi avoir menti ? Et puis quand on lui demande comment s'est déroulée la soirée du 15 décembre 2020, il dit que tout était normal, qu'il s'est couché vers 22h30 avant de se réveiller à 3h45 et constater l'absence de sa femme. Or, le fils du couple, Louis, âgé de 6 ans, va aussi être interrogé par les gendarmes et il va dire que lorsqu'il est allé se coucher vers 23h, il a entendu, et je cite, une grosse dispute entre ses parents. Alors évidemment il a 6 ans, donc pas une certitude, mais ça reste quand même assez inquiétant. Est-ce que c'est à ce moment-là, lors de cette dispute, que Cédric aurait pu faire du mal à Delphine ? Est-ce que cette dispute aurait dérapé ? On va dire à Cédric Jubilard ce que dit son fils, le témoignage de son fils. Cédric va dire que c'est complètement faux et que son fils doit se tromper de jour ou qu'il doit confondre avec un autre moment. Deux voisines se trouvant à une centaine de mètres de la maison des Jubilard, alors c'est vrai que ça fait quand même une belle distance, mais des tests vont être faits, on peut tout de même entendre à cette distance-là des cris stridents. Eh bien, c'est ce qu'elles vont entendre, des cris stridents à 23h07 alors qu'elles étaient sorties fumer une cigarette pendant la pub de leur programme. Les cris venaient en direction de la maison des Jubilard. Quelques voisins vont aussi être agacés par l'aboiement des chiens toute la nuit, qui va se faire, vraiment les chiens vont être très agités. Ça c'est quelque chose qui va être noté par la plupart des voisins et qui est inhabituel.
Et puis il y a le sens de cette voiture de Delphine Jubilard qui va changer entre le soir et 4h du matin, parce que Delphine avait l'habitude de la garer d'une certaine manière qui fait qu'elle n'avait pas à faire de manœuvre le lendemain matin. Elle pouvait rentrer dans sa voiture et directement partir au travail. La manœuvre, elle la faisait le soir, en réalité. Tout le monde est habitué à cette voiture-là, au fait qu'elle soit dans ce sens-là, et les voisins vont constater que la voiture, vraisemblablement, a changé de place entre 23h et 4h du matin. Et puis surtout, il y a de la condensation à l'intérieur de ce véhicule qui montre vraisemblablement que quelqu'un l'a utilisé durant la nuit. Et puis le fait que Cédric appelle les gendarmes seulement 15 minutes après avoir constaté la disparition de sa femme, alors qu'il ne s'était pas inquiété quand elle était partie de la même manière une nuit en août. Le fait qu'il arrête d'essayer de l'appeler dès le lendemain, alors que n'importe qui essaierait d'appeler sa femme. Alors évidemment, peut-être qu'il y a peu de chances qu'elle réponde, mais si demain un de mes proches disparaît, je l'appelle. Je l'appelle régulièrement pendant des jours, pendant les jours qui suivent, que ce soit sur messagerie ou pas. Cédric, dès le lendemain, arrête de l'appeler. Et puis il y a un autre élément que j'ai pas donné en début de vidéo, c'est que Cédric va dormir chez ses parents dès le lendemain de la disparition. Il va pas dormir à son domicile. Alors, on pourrait dire, c'est potentiellement ce qu'il dit, j'en sais rien, ça m'étonnerait pas que c'est parce que les journalistes vont venir l'embêter, etc., ce qui est vrai. Mais si sa femme disparaît, je pense que le premier réflexe, c'est de rester dans la maison les jours qui suivent, en attendant peut-être qu'elle revienne. Parce que peut-être qu'elle est partie fuguer avec son amant pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, et qu'elle va revenir. Alors, toute personne resterait dans la maison et attendrait le retour de sa femme. Ce n'est pas le cas de Cédric Jubilard qui, immédiatement, ira dormir chez ses parents. Il y a aussi l'emploi du passé, lorsque Cédric Jubilard va maintenant parler de Delphine comme si c'était une certitude qu'elle ne reviendrait pas, ou le simple fait qu'il ait éteint son téléphone entre 22h et 4h du matin, lui qui ne l'éteignait pourtant jamais. Bref, tout cela est très inquiétant. Beaucoup d'éléments penchent vers une culpabilité de Cédric Jubilard, mais pourtant les amis, ça ne suffit pas. Parce que dès le 16 décembre, le suspect va être placé sur écoute, toutes ces conversations seront maintenant étudiées, un tracker est également mis sur son véhicule, ce qui fait que les gendarmes sont au courant de tous ses déplacements. Des analyses dans la maison vont être faites, le Blue Star va être utilisé pour essayer de révéler de potentielles traces de sang, des battues vont être organisées, des recherches vont être faites, et je suis persuadé que même vous, peut-être qui n'avez pas suivi l'affaire, vous en avez entendu parler parce que le nombre de recherches a été incalculable, le nombre de battues a été extrêmement élevé, et malgré tout ça, les amis, eh bien, on n'a jamais rien trouvé. Il n'y a aucun sang dans la maison des Jubilard, aucune trace de quoi que ce soit. Le tracker placé sur le véhicule ne va rien donner. Cédric n'est pas allé à un endroit étrange parce que les gendarmes l'ont fait pensant peut-être qu'il allait retourner sur le lieu où il avait caché le corps. Apparemment, non. Les écoutes téléphoniques n'ont rien donné, à part un élément intriguant que je vais vous donner après. Et puis, les recherches aussi n'ont rien donné. Bref, voilà, c'est extrêmement décevant au niveau de l'enquête. Et en plus de ça, maintenant, il y a ces éléments qui sont opposés aux enquêteurs. Parce que les enquêteurs avaient dit que Cédric Jubilard était en train de faire tourner une machine à laver quand ils sont arrivés au beau milieu de la nuit avec la couette sur laquelle dormait Delphine, ce qui, je le reconnais, est très incriminant. Il y avait aussi l'histoire du podomètre, comme quoi Cédric n'aurait fait qu'une 50aine de pas avant l'arrivée des gendarmes. C'était quand même 2 éléments très forts pour sa culpabilité. Le problème, c'est que c'est faux, c'est une erreur commise par les gendarmes, ce qui va mettre à mal l'accusation et ce qui va être du pain béni pour la défense et les avocats de Cédric Jubilard. Encore pire, l'audition du petit Louis, 6 ans, le fils de Delphine et de Cédric, qui a dit avoir entendu une grosse dispute entre ses parents. C'est une audition, même s'il a 6 ans, c'est important comme élément, c'est assez inquiétant. Eh bien, cette audition n'a pas été filmée. Sachant que c'est obligatoire pour les mineurs, on est obligé de filmer un interrogatoire ou une audition avec un mineur, ça n'a pas été fait. De plus, la date n'a pas été correctement renseignée, il me semble qu'ils se sont trompés de jour ou quelque chose comme ça, et tout ça pourrait causer la nullité
de cet élément qui pourrait donc ne plus être utilisé contre Cédric Jubilard. Ça fait 3 éléments, alors 2 qui ont été des erreurs parce que la couette, la machine il l'a faite 35 heures après et de toute manière on a étudié le siphon de la machine à laver, il n'y a pas de sang, il n'y a rien. Le témoignage de Louis, alors ça c'est pas une erreur, c'est vrai, mais ces 3 éléments ne pourront probablement jamais être utilisés contre Cédric Jubilard. Alors Cédric a-t-il commis le crime parfait? Aucune trace dans la maison, aucun corps. Ou alors est-il victime d'une erreur judiciaire? Le problème étant que si ce n'est pas lui, alors qui a pu faire du mal à Delphine? Parce qu'on a vu dans les premières théories que d'autres thèses ont été étudiées et qu'elles sont que très peu probables. En tout cas, si Cédric est innocent, son comportement n'en est pas moins troublant. Parce que dans les mois qui suivent la disparition, il va commencer à se faire à sa notoriété, voire, selon certains, à l'apprécier. Il va dire à plusieurs reprises qu'il est le mec le plus connu du Tarn, que ceux qui le critiquent sur internet sont des jaloux. Alors jaloux de quoi, je ne sais pas, je préférerais garder ma femme et qu'elle ne disparaisse pas. Mais bref, il a un comportement qu'on pourrait qualifier d'arrogant à certains moments. Il va également devenir provocateur avec les amis de Delphine qui sont pourtant à la recherche de son épouse. Il va souvent dire, et je cite, qu'elles sont ridicules. Et puis certains témoignages disent qu'il draguerait même les femmes qui entrent en contact avec lui sur internet pour le soutenir, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de pages Facebook où certains se tiennent au courant de l'enquête, il y a des femmes qui le soutiennent, et apparemment, il dirait que c'est son harem. Et si les écoutes téléphoniques ne donnent rien de tangible, elles vont tout de même apporter un élément troublant. C'est une conversation entre Cédric Jubilard et sa petite sœur, Enola, qui a lieu au cours du mois d'avril. Alors qu'Enola apparemment a des problèmes à l'école, Cédric lui dit « Enola, de toi à moi, je suis le meurtrier parfait pour l'instant. N'oublie pas que j'ai commis le crime parfait. Si tu as besoin, demande-moi. » Alors bien sûr, on va interroger la petite sœur au sujet de cette conversation. Elle va dire que c'est sur le ton de la rigolade. Et c'est vrai que Cédric a ce caractère-là, blagueur, où au final, on ne sait pas vraiment s'il rigole ou pas. En tout cas, c'est troublant. C'est ça le problème, c'est que, si vous voulez, c'est l'antithèse de Daval, de Jonathan Daval. C'est l'inverse de ça. Et on ne peut pas savoir s'il se fout ouvertement de notre gueule, ou si il est tellement aberré par toutes ces accusations que maintenant il s'en fout et que son but c'est de paraître le plus étrange possible. En tout cas, bien sûr que c'est une conversation téléphonique qui va intriguer les gendarmes. En tout cas, le 16 juin, 6 mois après la disparition, Cédric Jubilard est officiellement arrêté, mis en prison et mis en examen pour homicide volontaire par conjoint. Et depuis ce jour, les amis, tout est de plus en plus mystérieux. Les nombreuses demandes de remise en liberté des avocats de Cédric Jubilard ont été rejetées, bien que le dossier soit quand même relativement vide de preuves matérielles. Et puis la nouvelle compagne de Cédric Jubilard, qu'il a rencontrée d'ailleurs lors d'une battue, ce que je trouve personnellement assez glauque, mais bref, qui a d'ailleurs été mise en garde à vue récemment, aussi, parce qu'on pensait qu'elle pouvait être au courant de quelque chose, eh bien cette femme-là se dit aujourd'hui plus sûre à 100% de l'innocence de Cédric Jubilard. De même pour la maman de Cédric Jubilard, qui se dit incertaine quant à ce qu'a pu faire son fils. C'est alors qu'à la fin de l'année 2021 va avoir lieu un rebondissement. Un codétenu de Cédric Jubilard, qui s'appelle Marco, va dire que Cédric lui a avoué son crime. Il lui a même dit où se trouve le corps de Delphine. Son corps se trouverait à côté d'une ferme qui a brûlé à 2 km de la maison, enterré au pied d'un arbre. Cédric aurait révélé à ce codétenu que le soir du 15 décembre, il a surpris Delphine en train de parler avec son amant. Il aurait alors pété les plombs, l'aurait poignardé en plein cœur. Il précise que, et je cite, « Ces imbéciles, en parlant des enquêteurs, n'ont même pas retrouvé le couteau ». Puis il aurait alors transporté le corps à côté d'une ferme à 2 km de la maison et l'aurait enterré au pied d'un arbre. Cédric Jubilard aurait même mandaté ce codétenu qui allait bientôt sortir de prison pour déplacer
le corps de Delphine d'endroit parce que il avait peur que les enquêteurs le découvrent bientôt, donc il aurait demandé à ce codétenu, peut-être même avec l'aide de sa nouvelle compagne, mais ça a été démenti, de déplacer le corps de Delphine Jubilard. Alors là, on peut se trouver fort surpris de cette déclaration parce que Cédric aurait donc commis le crime parfait avant de finalement tout révéler à un pauvre codétenu qui se trouvait dans la cellule d'à côté. Alors à partir de là, nous sommes en novembre-décembre 2021, voire même janvier 2022, des recherches titanesques vont être mises en place avec toutes sortes de sections de la gendarmerie, des chiens, etc. Aux abords de cette fameuse ferme qui a brûlé, qui existe en effet, et puis dans toute la région de Cagnac-les-Mines. Si vous voulez, vraiment des recherches incroyables vont être faites. Et puis, nous sommes en février 2022, on n'a toujours rien retrouvé, ne serait-ce qu'un indice. C'est ça qui est fou. C'est que même un bout de tissu, une veste, rien, on n'a rien retrouvé. D'autre part, le fait que Cédric ait enterré Delphine au pied d'un arbre, sachant que au pied d'un arbre, ça dépend de l'arbre, mais il y a beaucoup de racines, c'est quasiment impossible d'enterrer quoi que ce soit parce qu'on ne peut pas creuser, en fait. Donc ça paraît très étrange. Il me semble aussi que ce fameux Marco, le codétenu, avait déjà été condamné pour faux témoignage. Donc bref, est-ce que Cédric se joue des enquêteurs et du coup s'amuse à divulguer des éléments complètement faux ? Si c'est le cas, est-ce qu'il le fait pour masquer et pour envoyer tout le monde sur des fausses pistes ? Est-ce qu'il le fait par frustration ? Parce qu'il n'a rien fait, il n'y est pour rien dans la disparition de sa femme et il a envie de se foutre de la gueule de tout le monde parce qu'il ne supporte plus la situation, j'en sais rien. Mais il y a de quoi devenir fou dans cette histoire et je vais bientôt vous donner mon avis. En attendant, Cédric Jubilard est toujours en prison, mais il pourrait très bien qu'il sorte parce que les éléments sont très légers. Il y a déjà 3 ou 4 demandes de remise en liberté qui ont été rejetées. Au bout d'un moment, ça va plus le faire. Il va sortir, du moins, c'est ce que je pense. Alors maintenant, quel est mon avis sur cette affaire ? Je vais vous le donner tout de suite, mais déjà je suis content d'avoir fait cette vidéo parce que je ne pensais pas la faire. Pourquoi ? Parce que j'attendais qu'on retrouve le corps de Delphine. Malheureusement, je pensais que c'est ce qu'il allait arriver là, il y a quelques semaines. Mais voyant qu'on ne le retrouve pas et qu'on ne retrouve rien et qu'il se peut qu'on ne le retrouve jamais, je me suis dit, bon, je vais faire la vidéo, je vais vous raconter l'histoire, je vais vous donner tous les éléments et comme ça, on pourra discuter dans les commentaires. D'ailleurs, donnez-moi votre avis dans les commentaires également. Comme d'habitude, les amis, c'est très important. J'aimerais beaucoup vous lire, voir où on en est, même si je pense que dans un cas comme ça, la plupart d'entre vous pensent que Cédric Jubilard est coupable et vous avez bien des raisons de le penser, mais laissez-moi votre avis dans les commentaires. Vraiment, j'ai envie de vous lire. Bref, maintenant, qu'est-ce que je pense ? Alors, tout d'abord, je note un contraste incroyable entre le crime qu'aurait pu commettre Cédric Jubilard qui matériellement est parfait, aucune trace de quoi que ce soit dans la maison, aucun corps. Donc là, on peut se dire que le mec est un pro, clairement. Mais à côté, ça contraste avec son comportement qui parfois l'a mis dans l'embarras et qui pousse tout le monde à penser qu'il est coupable, que ce soit son comportement, c'est-à-dire les multiples provocations qu'il a faites, le fait de retrouver une copine juste après, de qualifier les amis de Delphine de ridicules, le mensonge qu'il a donné aux gendarmes sur le divorce alors qu'il savait très bien que Delphine avait un amant, le fait qu'il arrête d'appeler Delphine dès le lendemain de la disparition, qu'il ne l'appellera jamais, qu'il aille dormir chez ses parents les nuits suivantes alors que tout comportement normal voudrait qu'il reste dans la maison à attendre sa femme, si vous voulez. Je trouve qu'il y a un contraste incroyable entre, si jamais c'est Cédric Jubilard qui a commis le crime, entre le crime qui matériellement est parfait, parce que aucune trace dans la maison, aucun corps retrouvé, il s'achète un ticket pour la liberté. Parce que dans un procès, je suis persuadé que ça ne passe pas. Je suis persuadé qu'il est acquitté. Si jamais on en reste là, si jamais il n'y a pas d'autres éléments, je pense que Cédric Jubilard sera acquitté. Alors, pourquoi commettre ce crime parfaitement et ensuite commettre des erreurs ridicules dans son comportement, dans ses mensonges, dans le fait qu'il arrête d'appeler sa femme juste après, dans le fait qu'il aille dormir chez ses parents, le sens de la voiture également, c'est des erreurs de débutant qui ne correspondent pas avec le professionnalisme avec lequel il aurait pu tuer sa femme. Alors je ne comprends pas. Vraiment,
je n'arrive pas à démêler le vrai du faux. Il est possible qu'il ait eu de la chance aussi. Il y a toujours un facteur chance dans tout, dans la vie. Peut-être qu'il a tué sa femme et qu'aucun sang n'a été déversé, qu'il a planqué le corps à un endroit où les gendarmes sont toujours passés à côté, je ne sais pas. Une chose est sûre, les amis, je vais vous donner mon avis, et c'est pas quelque chose d'incroyable que vous n'avez entendu nulle part. Au vu des éléments qu'il y a, au vu du travail que j'ai fait sur cette enquête, je pense en effet que Cédric Jubilard a tué sa femme. Je vais garder un petit pourcent pour le rôdeur. Voilà, peut-être que Delphine est sortie en effet de la maison et qu'il lui arrivait quelque chose. Pour moi, ça représente 1% des probabilités. Les 99 qui restent, je pense que Cédric Jubilard a tué sa femme. Je pense qu'il a bien mené son crime et puis aussi qu'il a eu de la chance. La chance qu'aucune goutte de sang ne tombe nulle part, la chance de l'enterrer à un endroit où vraisemblablement on ne la retrouve pas. On voit quand même un certain amateurisme dans son comportement, dans les petites erreurs qu'il a faites que j'ai citées avant. Et puis ça ne m'étonnerait pas que son comportement arrogant soit tout simplement sa fierté de dire que personne ne retrouve quoi que ce soit et qu'il va vraisemblablement être acquitté. Parce que je suis persuadé que dans un procès, quelque chose comme ça ne tient pas. Mais pour moi, il y a toujours cette incohérence que je trouve étrange. C'est le crime parfait avec un comportement de débutant qui est juste complètement flag. Je veux dire, Cédric Jubilard est clairement le coupable idéal. Jonathan Daval avait tout fait pour qu'on voit pas. Alors bon, on avait découvert après parce qu'au final, lui, il allait trop dans le « je suis innocent ». Cédric Jubilard, c'est l'inverse. Donc, il y a des zones d'ombre dans cette affaire. En tout cas, je pense, comme tout le monde, au vu de vous décevoir, j'ai pas une thèse incroyable d'un loup-garou de je ne sais quoi qui sera allé tuer Delphine Jubilard. Je pense que Cédric est coupable. Maintenant, la justice fera son travail. Elle nous dira s'il est vraiment coupable ou non. Pour l'instant, il est présumé innocent. Et ce sera intéressant de regarder ça dans les semaines qui viennent. J'ai d'ailleurs un mot qui m'est arrivé juste ici par ma mère qui m'a fait passer ça quand j'étais en train d'enregistrer la vidéo, qui me dit que des traces de sang viennent d'être découvertes dans la voiture d'un ami de Cédric Jubilard et qui sont en cours d'analyse, voiture qu'il aurait pu utiliser pour transporter le corps de sa femme. Alors, je ne sais pas où ça en est, c'est un élément qui vient de tomber, peut-être que ce sera important. J'espère de tout cœur qu'on la retrouvera pour ses proches, pour tout le monde. J'espère que les enfants pourront vivre normalement. Et puis voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, encore une fois c'est très important, comme ça vous êtes alertés quand je sors une nouvelle vidéo. Abonnez-vous au compte Instagram, guillaume.lepers, très important aussi, et suggérez-moi d'autres affaires dans les commentaires, je les regarderai avec plaisir peut-être et je les traiterai dans de prochaines vidéos. Et les amis, on se retrouve bientôt pour un nouveau dossier. C'était Guillaume, prenez soin de vous, salut à tous.